En réaction à ces émeutes, le chef du gouvernement avait annoncé hier l'envoi de l'armée, mais aussi l'interdiction jusqu'à nouvel ordre de TikTok. Le réseau social chinois est largement utilisé par les émeutiers. Les autorités mettent en avant le risque de désinformation venant de pays étrangers pour attiser les tensions. Un pays en particulier est pointé du doigt ces dernières heures, c'est l'Azerbaïdjan. Écoutez tout de suite le ministre de l'Intérieur à ce propos. Sur l'Azerbaïdjan, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Et je constate très proche que, de la Russie, l'Azerbaïdjan. oui, enfin, c'est une dictature qui massacre, voilà, on sait tous, une partie des Arméniens. Et je regrette qu'une partie des leaders indépendantistes calédoniens ait fait un deal avec l'Azerbaïdjan. C'est incontestable. Voilà. Et ça donne une idée de ce qu'est parfois la démocratie si on écoutait certains leaders. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des tentatives d'ingérence, aucun pays n'accède à la violence en Nouvelle-Calédonie. La France est souveraine chez elle et c'est tant mieux. Voilà, et on va revenir à cette question de l'ingérence avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour, Bonjour Gauthier. On vient d'entendre les propos du ministre. Alors, ça a pu surprendre certains d'entre vous, d'entre nous aussi, quand on a entendu parler de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. On s'est dit, mais qu'est-ce que vient faire l'Azerbaïdjan dans tout ça? Le rapprochement entre Baïkou et les indépendantistes néo-calédoniens, en réalité, il n'est absolument pas nouveau. Il est même assumé depuis des mois par l'Azerbaïdjan. Oui, parce qu'il y a eu il y a notamment un accord de coopération qui a été conclu entre l'exécutif néo-calédonien et l'Azerbaïdjan. Pourquoi l'Azerbaïdjan? Parce que l'Azerbaïdjan est aux confins, à la convergence de deux puissances qui l'utilisent. C'est la Russie et la Turquie. La Turquie pour des raisons historiques, le fait que la langue azérie soit, comme on dit, turcique, c'est-à-dire qu'elle est apparentée aux Turcs, et puis parce que il y a la proximité, et on a vu dans l'affaire du Karabakh que la Turquie aimerait bien pousser une sorte de tunnel à travers l'Azerbaïdjan pour être aux portes de l'Arménie. Bien, et puis il y a des affaires historiques, un lien historique avec la Russie. C'est aussi un lien très fort puisque d'une certaine manière, l'Azerbaïdjan recycle du pétrole russe et le revend comme étant son propre pétrole, et c'est une façon, entre autres, pour la Russie de Poutine, d'avoir un débouché, alors qu'en principe, il y a restriction, voire embargo. Donc voilà, si vous voulez, les raisons, on va dire, extérieures, presque géopolitiques. L'autre raison, et qui est, on le sait bien, elle est souvent proclamée par Poutine et encore plus par Erdogan. C'est de dire finalement que quand on peut utiliser des adversaires de tel ou tel pays occidental, en l'occurrence la France, même si la Nouvelle-Calédonie est française, eh bien on ne se prive pas. On ne se prive pas de l'utiliser, que ce soit justement par les réseaux sociaux, ou que ce soit par des actions de type violent. Simplement, quand vous voyez que la réaction du gouvernement français, du pouvoir français, consiste à dire on envoie des gardes mobiles supplémentaires, alors oui, bien sûr qu'il y a une situation de fait qui est extrêmement tendue. Mais que se passera-t-il quand elle sera calmée? Il ne se passe pas grand-chose entre ces deux situations. Les différents acteurs sur le terrain et les experts de Nouvelle-Calédonie sont assez unanimes là-dessus. La seule réponse sécuritaire ne va absolument pas suffire, voire même va amplifier la crise. On a vu qu'Emmanuel Macron avait tenté d'initier un dialogue entre les différentes parties prenantes. Il les a conviés à une visioconférence. Il devait y prendre part là, juste après ce Conseil de défense. On en a appris il y a quelques instants que finalement la visioconférence était annulée. Manque de monde parce que les uns et les autres, les loyalistes et les indépendantistes, refusent au moment où l'on se parle d'échanger, de se parler, de communiquer. Ben oui, souvenez-vous la difficulté qu'avait rencontré Michel Rocard à la fin des années 1980, qui avait réussi à faire conclure un accord. Eh bien, il avait fallu que précisément les deux parties retrouvent un minimum de confiance les uns dans les autres. Or, le problème, c'est que avec une question justement qui est institutionnelle, qui est de loi électorale, ce qu'a voulu faire le pouvoir en France, c'est de faire une sorte de discrimination positive en faveur des Kanaks pour qu'ils ne soient pas sous-représentés comme ils le sont depuis, on va dire, il n'y avait pas d'élection à l'époque, mais depuis 1850, où ils ont été colonisés. Et c'est une colonisation de peuplement par la France, alors qu'on appelle les caldoches, les loyalistes ou les personnes d'origine européenne. Et si vous voulez, il a fallu redresser un peu la barre parce que les Kanaks étaient victimes de discrimination sociale, de toutes choses qui sont en principe interdites sur un territoire de la République française. Le problème, c'est que quand vous faites de la discrimination positive, vous entraînez aussi des frustrations. Et puis surtout, vous faites quelque chose qu'en principe la République interdit, qui consiste à considérer des groupes
et non pas des individus, parce que à l'intérieur de ces groupes, entre guillemets, vous avez aussi, par exemple, des gens d'origine européenne qui sont plutôt favorables au FLNKS, c'est-à-dire au Kanak, et inversement, les Kanaks qui sont favorables au maintien dans la France. Donc c'est là qu'il y a un poison qui a été introduit, et de fait, si vous voulez, sur les conséquences de ce poison, en termes d'inégalités sociales qui sont encore plus criantes qu'en métropole, quasiment rien n'est fait entre deux accès de violence, où là, effectivement, on envoie les forces de l'ordre. Il y a là un hiatus, et pour terminer sur cette question, vous voyez bien que, comme en Afrique, justement, comme de les anciennes colonies françaises, il y a cette idée qu'on peut contrer l'adversaire, c'est-à-dire la France, par, finalement, une sorte d'idylle, par le fait de se jeter dans les bras de puissances qui prétendent être les phares, les figures de proue d'une émancipation des pauvres et des damnés de la terre. Or, il n'y a rien de plus faux. Que sont la Turquie et la Russie, si ce n'est des puissances coloniales et depuis la nuit des temps? Vous évoquez la Russie, c'est intéressant. Pour le moment, on n'a aucun signe d'un éventuel mouvement des Russes, en tout cas en ce sens en Nouvelle-Calédonie. Mais la question, évidemment, elle se pose. Vous y voyez éventuellement le bras de Moscou? Si vous voulez, l'Azerbaïdjan tel qu'il est aujourd'hui, y compris avec le maintien d'un dictateur au pouvoir, de la famille Aliyev, il y a une sorte de dynastie, tout ça n'est possible qu'à condition que Moscou soit derrière, de la même manière que ce qui rend service. Ils n'y seraient pas les seuls, c'est ça que vous êtes en train de dire. Ça serait très difficile, parce qu'en termes d'influence et en termes d'infrastructure, il faut avoir des moyens dont l'Azerbaïdjan ne dispose pas. Merci Gauthier, merci beaucoup pour le décryptage du jour sur cette question de l'ingérence